Salut à tous, on vous propose un nouveau format box sur Jab Life, notre format Jab and Hook consacré cette semaine à la boxe japonaise et notamment à l'immense choc entre Nakatani et Nishida. Dans cet épisode, avec mon ami Philippe Pochol, on vous a également parlé de la situation de Shinjiro Shigeoka, un boxeur japonais des poids minimum qui était entre la vie et la mort dans un hôpital à Osaka après son combat contre Pedro Taduran. Et entre-temps, depuis le tournage, on a eu quelques nouvelles très rassurantes pour Shinjiro Shigeoka, donc je voulais vous les partager avant cette vidéo, avant que vous voyiez nos discussions là-dessus. Donc Shinjiro Shigeoka, il a arrêté de prendre des antidouleurs. Son frère Yudai, qui est à son chevet, explique qu'il s'est mis à marmonner quand il l'appelait et qu'il commençait à lui parler. Il a aussi cligné des yeux et il devrait notamment passer des soins intensifs aux soins généraux assez vite. Donc on a des excellentes nouvelles et ça va dans le bon sens pour un rétablissement de Shinjiro Shigeoka, qu'on rappelle qui a subi une craniotomie après son combat contre Taduran. Et on vous laisse maintenant avec cet épisode Jab and Hook spécial Japanese Corner. C'est parti. Salut à tous, bienvenue sur Jab Life, nouvel épisode de Jab Hook, votre format consacré à la boxe. Mais cette fois-ci, je suis dans les studios Ricordia à Nice et mes amis de Ricordia m'ont créé un setup magique. Vous reconnaîtrez un peu la patte d'Ariel Elwani, le plus grand journaliste de MMA de la planète. Et on va aujourd'hui recevoir Philippe Pochol, Azap Pipa, sur Twitter pour ceux qui le connaissent, pour un numéro spécial 100% boxe japonaise. Vous connaissez ma passion pour la boxe nippone. On a plusieurs thèmes au programme aujourd'hui, à commencer par l'énorme combat d'unification. Ce sera ce dimanche à Tokyo, à l'Ariake Arena, entre Junto Nakatani, le champion WBC des Bantams, et Ryosuke Nishida, le champion IBF des Bantams. On parlera également du nouveau programme de Naoya Inoue qui change ses plans a priori pour le mois de décembre, mais également de Shinjiro Shigeoka, l'ancien champion IBF des poids minimum, qui se trouve aujourd'hui entre la vie et la mort dans un hôpital à Osaka. On vous expliquera tout ça et on lui enverra plein de prières. Ça commence tout de suite. Let's go, générique. Chose promise, chose due, les gars. Je vous avais promis des focus sur la boxe japonaise. Vous savez à quel point je suis passionné de la boxe nippone. Eh ben, on est là pour ce Jab Hook spécial, le Japanese Corner, comme je l'ai appelé. Et je suis avec mon ami Philippe Pochol, Azap Pipa sur Twitter, mais aussi Sweet Punch Memories pour ceux qui le suivent. Grand connaisseur de la boxe et des sports de combat, mais aussi grand spécialiste du Japon. Comment ça va, Philippe? Salut Alex, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation et pressé de discuter avec toi des combats qui arrivent là. Eh ben, c'est un vrai plaisir et j'espère qu'on se retrouvera une paire de fois sur Jab Life pour parler de cette passion commune qu'on a pour la boxe japonaise. Je vous ai donné le programme dans l'intro, on commence par le lourd. Ce dimanche, 8 juin, à Tokyo, Ariake Arena, Junto Nakatani, le champion WBC des Bantamweights, qui affronte Ryosuke Nishida pour une unification, Nishida étant le champion IBF. Il y a aussi la ceinture The Ring en jeu, puisque c'est les deux meilleurs poids bantam de la planète, selon le grand magazine de boxe. Philippe, déjà, je voulais te demander, mais je te répondrai après, mais on est sur un des combats de l'année, hein. Il passe un peu sous les radars, mais l'opposition qu'on va avoir dimanche à Tokyo, elle est assez fabuleuse. Ouais, sur le papier, c'est un des combats de l'année pour moi. Et il y a de grandes chances que dans le ring, ça soit un des combats de l'année, parce que c'est deux styles très différents qui matchent up vraiment très bien ensemble. Et il faut quand même rappeler que cette division, elle est dominée à fond par les Japonais, puisque les trois champions, ils sont, enfin, IBF, c'est Nishida, Nakatani, il a WBC, et WBO, c'est Takei. Donc voilà, c'est quand même incroyable que le pays, au lieu de chacun défendre leur ceinture de l'autre côté, ils acceptent de s'affronter en plus. Donc c'est quand même un truc qui est super important pour l'évolution de la division et de la boxe japonaise. Donc c'est vraiment un immense combat également parce qu'il pourrait amener à changer les trajectoires de la carrière des deux, voire également de la carrière d'Inoue. Donc ça a quand même un immense impact. On va se parler de cet impact, mais t'as raison. Les bantamweight, ils étaient appelés récemment la Japan Tamweight. C'était un journaliste américain qui avait sorti ça. Il avait bien raison. On peut même rajouter, Seiya Tsutsumi était le champion WBA, mais il est aujourd'hui champion in recess, c'est-à-dire qu'il est blessé à long terme. Et quand il reviendra, il pourra disputer la ceinture. Et c'est Antonio Vargas qui l'a récupéré. Donc c'est plus 4 japonais. Mais sous Antonio Vargas, quand tu regardes le classement WBA, il y a 3 japonais, je crois, aux 3 premières places. Donc de toute façon, oui, le Japon phagocyte complètement cette catégorie des bantams. C'est le plus gros test, hein, on va être clair. Junto Nakatani, moi, pour ceux qui nous suivent sur Jab Life et même avant, vous savez que je le place très haut. Moi, il est dans mon top 10 pound for pound depuis quelques temps déjà. C'est le plus gros test de la carrière pour Nakatani, on est d'accord, hein, Philippe? Ouais, c'est le plus grotesque, bah, pour les deux, évidemment. Parce que Nishida, sa carrière, elle est plus jeune et il a évolué petit à petit. Mais Nakatani, malgré que ce sera son 31e combat pro, et ça fait 10 ans qu'il est pro, il a éteint et arrêté beaucoup de gens rapidement et des boxeurs de qualité, mais je pense pas qu'il a affronté d'autres boxeurs qui pourraient autant le déranger que Nishida peut le faire.
Et effectivement, d'affronter un autre champion japonais, c'est immense également dans cette division. Ouais, bien sûr, c'est immense aussi pour le public japonais. Tu le disais, 30 combats pour l'instant en carrière pro pour Junto Nakatani, 30 victoires, 23 KO. Du côté de notre ami Nishida, on est qu'à 10-0, un bilan un peu moins fourni, mais donc toujours invaincu. Donc c'est aussi 2 invaincus japonais pour un titre d'unification, la ceinture de ring. Enfin, c'est vraiment énorme en termes d'importance et d'enjeu. On va passer aussi un peu après, comme tu le disais, sur les conséquences que pourrait avoir ce combat à plein de niveaux. Déjà, je voulais parler un peu technique. On connaît plus Nakatani. On connaît plus ce grand gaucher, voilà, qui est immense pour les catégories dans lesquelles il était. On rappelle qu'il a été champion dans 3 catégories. Ce sera toujours une folie pour moi que Nakatani ait fait flyweight parce que c'est une dinguerie quand tu vois son corps. Mais on connaît moins Nishida, forcément. Je sais que nous on l'observe depuis quelques temps, mais le grand public le connaît moins. Qu'est-ce que tu peux, je sais que tu as pas mal observé ces combats ces derniers jours pour préparer l'émission. Qu'est-ce que tu as noté un peu de les caractéristiques, qu'est-ce qu'ils font de Nishida, qui est aussi un gaucher d'ailleurs, et ça va rentrer dans l'analyse. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ryosuke? Bah, honnêtement, le fait que Nishida soit gaucher, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir de ce combat parce que les deux, que ce soit Nakatani qui est gaucher également, n'ont pas beaucoup affronté de southpaw, de gaucher. Et vu que les deux ont un bras avant qui est excellent du jab, surtout pour Nishida, et que c'est beaucoup plus dur de jabber contre un autre gaucher, c'est un vrai handicap pour Nishida pour commencer dans ce match-up. Mais malgré tout, ce qui est bien, c'est que les deux, ils ont un style totalement différent. Nakatani, c'est l'explosion, l'explosivité de l'athlétisme, la puissance. Et Nishida, il sait, on va dire, qu'il sait quasiment tout faire en technique et en tactique dans la boxe. Vraiment très propre, sa boxe. Et même leur carrière, en vérité, elle est intéressante parce qu'on a dit Nakatani, il aura 31 combats, énormément de KO. Et Nishida, qui a commencé à passer pro en 2019, il a que 10 combats. La différence, c'est qu'à son quatrième combat, il affrontait déjà Daigo Ega, alors que Nakatani, dans son 10e combat, il était encore à Shinjuku, à combattre à des trucs locaux. Donc leur carrière est totalement différente. Et leur style est totalement différent. Il y en a un qui est un vrai puncher et l'autre qui est un vrai pur boxeur. Cette explosivité, t'en parlais de Nakatani, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé fabuleux, sa façon dont il explose avec sa gauche, dont il rentre. Il y a plusieurs victimes qui pourraient témoigner. À quel niveau tu penses qu'il peut être mis en difficulté par Nishida? On va pas se mentir, Nakatani est le favori. Nakatani est le favori des bookmakers, favori de la plupart des spécialistes. À quel niveau tu penses que Nishida peut l'embêter, Philippe? Moi, je pense vraiment à un haut niveau sur genre les 7-8 premiers rounds. C'est-à-dire que l'imagine que j'ai de ce combat, c'est le fait qu'il soit deux gauchers, je me dis, c'est un handicap de fou pour Nishida parce que ça va être difficile d'utiliser son jab aussi bien qu'il l'a fait contre Rodriguez ou d'autres combats avant. Mais c'est presque injuste parfois d'être aussi fort athlétiquement que Nakatani il l'est, par exemple, parce que j'imagine vraiment bien un combat où Nishida, il lui pose beaucoup de problèmes, euh, quand même grâce à son jab et surtout grâce à son intelligence de boxe, de choisir ses échanges, de pas entrer dans le feu. C'est vraiment la glace contre le feu, ce combat. Et de rester plus technique, parce que Nakatani, des fois, il fait n'importe quoi également. Il a ce pouvoir de malade, mais des fois, quand on a des points aussi lourds, on fait fait un peu n'importe quoi. Des fois, il part en freestyle, et là, il peut vraiment être puni. Et le problème, c'est que Nishida, c'est pas un immense puncher. Donc, je sais pas s'il sera suffisamment puni. C'est juste ça qui lui manque, je pense, à Nishida dans ce match-up. En fait, moi, j'avoue, quand je préparais l'émission, j'ai du mal à bien imaginer la physionomie du combat. Je te suis un peu sur cette idée, notamment des 7-8 premiers rounds. J'ai l'impression que Nishida, j'ai du mal à l'imaginer outboxer Nakatani pendant 12 rounds, tu vois. Moi, je le vois avoir du succès, de temps en temps. Parce qu'on l'a dit, il est super intelligent, il a des grandes qualités. Mais le seul truc, c'est que quand il va avoir du succès, ok, il va peut-être gagner quelques rounds ou des points. Nakatani, quand il va avoir du succès, il va lui faire mal. Donc, il va réduire également son cardio et plein d'autres choses. Quand on regarde les combats de Nishida, par exemple, le combat contre Rodriguez était super intéressant. Très belle performance de Nishida. Vraiment très impressionnant. Il y a un moment où, soit dans les rounds 4 et 5, je crois, où Rodriguez, il arrive un peu à animer le combat, à passer à travers le jab de Nishida. Et là, il se retrouve à s'affronter corps à corps. Et là, en fait, on se rend compte qu'au corps à corps, Nishida, il est super fort également. Il a même un knockdown avec un coup au corps contre Rodriguez. Et donc, il est également capable de combattre là-dedans. Mais aller à la guerre contre Nakatani, ça paraît être le pire scénario possible. Même si je sais que c'est la boxe japonaise, que les deux sont offensifs à fond. Pour lui, ça paraît compliqué de rester à distance et de boxer un mec aussi long et fort que Nakatani. Et à la fois, à l'intérieur, ça paraît compliqué de pas être celui qui prend le plus de dégâts quand on combat contre un mec qui a une arme nucléaire entre les mains, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est là où je disais, moi, j'ai du mal à l'imaginer pouvoir prendre le dessus. Mais si je me trompe, grand respect, je tirerai mon chapeau à Nishida. À distance, à l'extérieur, avec les longs segments de Nakatani et sa capacité à boxer à distance, c'est compliqué. Et à l'intérieur, t'as raison, c'est souvent, on parle beaucoup des explosions de Nakatani, mais à l'intérieur, confère par exemple le KO contre Moloney, l'arme nucléaire, elle est toujours là. Et il peut te mettre ses gauches très très puissantes, même à très courte distance. C'est là où, il va lui poser des soucis. J'ai aucun problème parce que c'est un boxeur d'immense qualité, Nishida, vraiment, et j'espère que le grand public va le découvrir aussi ce dimanche à Tokyo. Mais j'ai du mal à imaginer vraiment un chemin de victoire pour lui, pour être honnête. Vraiment, quand je vois les deux combattants, si Nakatani était droitier, je donnerais beaucoup plus grande chance à Nishida, Ryosuke. Mais voilà, de jabber un gaucher quand toi-même t'es gaucher, c'est un enfer, parce que du coup, ce qui revient derrière toi, c'est pas ce sera le bras gauche de Nakatani, donc c'est un gros problème. Bref. Et ça, c'est vraiment dommage pour lui. Et également, c'est que je sais pas Nishida à quel point il peut encaisser. Euh, Malheureusement, c'est un sujet qu'on va aborder un peu tout à l'heure, mais c'est un combat où également, c'est pas la fin du monde si tu perds contre Nakatani. Et comme je dis, ils sont japonais, ils sont offensifs. J'aimerais juste pas que les derniers rounds soient horribles et qu'ils tiennent juste parce il est courageux et fort et qu'à la fin, il y ait trop de dégâts de pris. Donc, je pense que moi, je le vois quand même assez bien. Les 6 premiers rounds, tu vois, que ça fasse 3-3 ou 4-2, mais assez serré, que chacun ait ses avantages, mais que finalement, les dégâts que cause Nakatani soient trop gros pour Ryosuke, toi. Qui, Intéressant. Dis-moi, fini. que, il a également, même si lui, il est plus constant dans un combat, lui également a des fois des écarts de concentration et contre quelqu'un d'aussi dangereux que lui, c'est vraiment, vraiment, vraiment un problème. Tu citais Emmanuel Rodriguez contre Nishida, comme ça on met un peu de contexte aussi là-dessus. C'est contre lui qu'il a pris cette ceinture IBF des Bantams, c'était en mai 2024. C'est sa deuxième défense là, et du côté de Nakatani, c'était Alexandro Santiago contre qui il l'avait pris février 2024. Et lui, c'est sa 4e défense pour le coup à Junto. Intéressant ce que tu viens d'ouvrir aussi sur les conséquences. T'as raison, si Nishida perd contre Nakatani, c'est loin d'être honteux, c'est loin d'être un scandale. En plus, possiblement, et on va aussi en parler dans ses conséquences, Nakatani va monter après ce combat, s'il unifie. Donc, possiblement libérer ses ceintures. Donc Nishida pourrait peut-être même refaire le titre IBF assez vite, tu vois, même en cas de défaite contre un Nakatani. On part dans ses conséquences, Philippe. Clairement, il n'y a pas le droit à l'erreur pour Junto Nakatani. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'au printemps prochain, il y a à l'horizon cet énorme fight, ce super combat 100% japonais, le plus grand combat de l'histoire de la boxe au Japon, si ça se fait dans ces conditions-là, contre Naoya Inoue au Tokyo Dome. Il n'a pas le droit à l'erreur parce que si tu perds contre Nishida, c'est pas seulement l'unification que tu fais pas, Philippe. C'est Inoue que tu perds sans doute. Ah oui, bah là, enfin, ça serait un problème majeur pour arriver à ce combat-là, que tout le monde attend, encore plus au Japon. Donc là, c'est vrai qu'il a la pression, mais Junto, ça va pas être le genre de mec qui se met trop de pression non plus. Quand tu vois sa personnalité, il est vraiment focus et tout. Et oui, évidemment, s'il perd, c'est catastrophique. Mais encore une fois, ça paraît quand même un combat, même si les Japonais, je trouve, le mettent un peu trop favori, qui malgré les qualités de Nishida est à sa mesure. Mais oui, en plus, tu sais, quand t'es un bon puncher ou que tu gagnes souvent par KO, si jamais tu perds une décision controversée d'ailleurs, ou même une décision juste parce que techniquement tu fais un peu battre, tout le monde va lui retomber dessus que c'est juste un mec qui peut te mettre KO, un front-runner et qui a rien derrière, toi. Si tu vois ce que je veux dire, c'est que s'il perd un peu la dernière moitié du combat, les rounds tardifs, tout le monde va lui retomber dessus. Tu sais comment c'est de nos jours sur Internet, tout le monde retourne sa veste en 2 secondes. Spécialement les artistes de KO comme ça, souvent, si t'arrives pas à aller à ton bout, ou si t'impressionnes pas, ça va retarder l'échange, voire elle va disparaître. Donc perdre, ce serait une catastrophe pour lui. Ah mais t'as raison, c'est-à-dire que même, je pense que pour beaucoup, c'est un peu un test ce combat-là aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on a raison de mettre Nakatani dans ce top 10 pound for pound, tu vois? Est-ce qu'on a raison de le mettre placé aussi haut? Et c'est le genre de test où on va avoir une partie des réponses, ça c'est évident. Sur les conséquences, je le disais, si Nakatani s'impose et unifie chez ses bantams, il y a vraiment cette idée de passer tout de suite en poids super bantam, pour aller défier donc Inoue au printemps prochain, mais faire quelques tune-up fights avant. Un ou deux, il avait parlé d'un ou deux combats de préparation dans ce nouveau poids. Ça aussi libérerait des choses. C'est-à-dire que 4 victoires de Nakatani, cette KT, elle va bouger sur beaucoup de choses. Parce que Nakatani, s'il monte, il libère la ceinture IBF comme WBC, il les laisse vacantes.
Et la WBC, dans les 2 premiers qui peuvent la faire, on aurait Tenshin Nasukawa. Tenshin qui sera également sur la carte, l'ancienne superstar du pied-point japonais, toujours invaincu en boxe, qui monte très très fort, très très vite, comme on l'avait prévu d'ailleurs, qui fait de plus en plus de progrès. On va parler de son combat un peu après, avec cette idée que Tenshin fasse la ceinture WBC d'ici la fin de l'année si elle est vacante, et que derrière, on ait le super méga fight attendu, le deuxième après Inoue Nakatani, c'est Yoshiki Takei, le champion WBO, contre Tenshin, qui serait alors champion WBC. Les deux sont des anciennes superstars du pied-point. Il y a un enjeu à ce niveau-là aussi, Philippe, finalement. La victoire de Nakatani, on l'attend parce qu'elle va ouvrir plus facilement, peut-être, la porte à ce Tenshin Takei. Ouais, et en plus, ça, c'est un autre combat qui serait un combat de l'année sur le papier. Et en plus, historiquement, comme tu l'as rappelé, entre le pied-point et l'histoire qu'ils ont, d'avoir chacun eu énormément de succès et leur transition phénoménale en boxe, ce serait plus gros que Nakatani Nishida, pour le coup. Ouais, bien sûr. On se rend pas compte de qui est Tenshin, mais au Japon, on serait même pas très loin d'Inoue Nakatani, en vrai, hein, Philippe. Tenshin Takei, c'est lourd. Là, comme il a fait sa transition en boxe, qu'il l'a fait correctement, excellemment, c'est vrai que sur les réseaux, tu vois peut-être un peu moins de Tenshin, à part de temps en temps, tu vois, quand il fait son combat, que à l'époque de sa rivalité avec Takeru et tout, Crush K1, tout ça. Mais moi, il m'impressionne beaucoup, Tenshin, ce qu'il fait en boxe. Alors, comme c'est un combattant un peu freestyle, il y a des trucs des fois qui me sortent un peu des yeux, mais genre, que je trouve un peu foufou, mais il a fait beaucoup de choses correctes à sa victoire contre Moloney, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment un truc solide. Et après, tu vois, il a pris sa retraite elle a arrêté le kickboxing en 2022, après sa victoire contre Takeru. À l'époque, tu m'avais demandé est-ce que en boxe, 3 ans plus tard, il pourrait être en train de combattre pour un titre. Je t'aurais dit c'est peut-être un peu tôt. Et en fait, toi, il est en train de le faire. Et niveau talent et niveau sérieux des prestations, il est carrément capable d'être champion du monde. Ah, on passe aussi sur lui, tu vois. Donc il affrontera également Victor Santillane sur cette même carte ce dimanche au Japon, Tenshin. Et en effet, moi, tu m'aurais posé la même question il y a 3 ans, j'avais la même réponse, mais il m'impressionne. C'est-à-dire qu'à chaque sortie, Tenshin, je trouve qu'il progresse. Je sais que tu le suis aussi comme moi sur les réseaux et que t'entends à quel point, quand il parle de boxe, tu sens qu'il aime ça. Il aime sa transition, il aime progresser, il aime devenir un meilleur boxeur. C'est quelqu'un qui athlétiquement a des qualités exceptionnelles, on le voyait déjà en pied-point. Qu'est-ce que tu penses de son évolution ? Moi, je pense vraiment que si tu bats Santillane là avec la manière, Moloney, comme tu l'avais dit, combat d'avant, était quand même un gros point de passage de sa carrière. C'est quelqu'un du niveau mondial et t'as réussi à le battre et à montrer que t'avais ce niveau-là. Je pense que si tu bats Santillane là, peu importe le scénario, c'est-à-dire qu'on a dit le scénario où ça a retrouvé Takei, où il y a peut-être la WC avant, je pense que le combat suivant doit être pour un championnat du monde, Philippe, pour Tenshin. Ouais, clairement. S'il gagne le 8 juin, son prochain combat, ou vraiment au pire le deuxième combat d'après, c'est forcément pour un titre. Surtout avec le nom qu'il a. Après, oui, pour revenir sur son évolution, Tenshin, tu vois, genre, bon, moi j'adore le kickboxing, donc je l'adorais déjà en tant que kickboxer, évidemment. Tu peux être que impressionné par les capacités athlétiques et la passion du mec. Mais c'était vraiment pas parmi les kickboxers l'un des mêmes. Je dis, tiens, lui, il va vraiment être fort en boxe. Parce qu'il était vraiment, tu vois, un peu ouvert dans sa garde. Bah, vraiment, tu vois, vraiment japonais, mais en kickboxing, avec vraiment beaucoup d'attaques très risquées, tout ça. Une vitesse incroyable. Mais il y a 2 trucs qui m'ont impressionné, c'est que, bah, il a développé un bras avant qui est vraiment bon. Et il est vraiment patient. Ce qui n'était pas toujours son cas au kickboxing, qui est un sport bien différent. Et en plus de ça, je trouve que physiquement, il évolue bien parce que c'est encore un jeune homme quand même, malgré tout. Et je ne me trompe pas, il a 26 ans, 25 ans. Et je trouve que son évolution physique, entre quand tu le voyais, le petit mec maigre au kickboxing qui est juste très rapide, il est devenu un boxeur qui est même puissant et qui, par exemple, contre Moloney, l'a détruit à l'intérieur avec des coups au corps incroyables et toi, les jeux d'épaule pour trouver des positionnements. Et il avait aucun problème à être beaucoup plus physique et plus puissant que Moloney, par exemple. Ah, puis tu vois tout de suite quel athlète il est, quel boxeur il est, c'est-à-dire que sa gestion de la distance, ce que tu disais là, sa capacité quand même athlétiquement à faire des différences, elle est énormissime du côté de Tenshin. On va rappeler pour ceux qui comprennent pas qui est Tenshin, quand même, au Japon, tu parlais du combat contre Takeru, un petit clin d'œil à Baba et à Lucas Bourdon pour le coup, et ce combat contre Takeru, c'était au Tokyo Dome. C'est-à-dire qu'avant que Naoya Inoue ramène la boxe anglaise au Tokyo Dome, ces gars-là, ils remplissaient le Tokyo Dome. Donc, on est, par exemple, assez clair que si tu sais que c'est un gros bantam quand même, Tenshin. Hein. Il avait au début en boxe anglaise, c'était plutôt des catchweight à quelques pounds au-dessus. C'est pas quelqu'un qui, à mon avis, restera en bantam très 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 longtemps. Donc il pourrait très vite passer en super bantam. Faut que les gens réalisent que si un jour Inoue affronte Tenshin, c'est
beaucoup plus gros que Inoue Nakatani ou Tenshin Takei d'ailleurs. C'est l'ultime combat japonais, Philippe, en vrai. Bah, tu sais que quand Takeru et Tenshin s'affrontaient, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'est les deux meilleurs japonais de l'histoire du kickboxing japonais. Moi, j'étais pas d'accord parce que pour moi, ça a toujours été Masato. Enfin, bref, ça, c'était un débat à part. Mais là, ce que Tenshin leur a de faire et les opportunités qu'il peut avoir avec la boxe, d'avoir eu une carrière aussi légendaire en kickboxing et d'accrocher un titre d'être champion du monde, ou même, imagine, genre, partons de battre Inoue, par exemple. On en est loin, hein, mais imaginons. Là, t'es genre là dans un des plus grands combattants de l'histoire du pays tout court et de l'histoire des sports de combat en général. Genre, t'avais le même Samar qui avait le même profil d'avoir été champion en boxe anglaise et être l'un des plus grands champions de Muay Thai, évidemment. Mais ce que Tenshin est en train de faire ou a la possibilité de faire est incroyable et il mérite beaucoup d'être beaucoup plus parlé qu'il ne l'est pour le moment. Et je te jure, moi, plus ça avance, plus je me dis que ça ressemblerait peut-être à un ultime showdown pour Naoya, avant la fin de carrière. Il a dit qu'il lui restait 3 ans. Ça peut correspondre. Que les plumes, ce serait donc la caté au-dessus pour Naoya, ce serait la dernière. C'est ce qu'il a annoncé dans ses dernières interviews. Donc on sera pas si loin si Tenshin monte en super bantam. Ça ressemble à ça, hein. Il y a une gueule de super showdown, Philippe, dans quelques années, en vrai. Ouais, là, c'est le moment d'aller au Japon, hein. C'est vraiment le moment d'aller au Japon. Je veux déjà y aller pour Nakatani, mais on va peut-être devoir... ça va peut-être être une double réservation à terme. C'est évident. En tout cas, voilà. Tous, si vous pouvez, si vous aimez la boxe, rendez-vous dimanche, hein, parce que devant ce combat entre Nishita et Nakatani, parce que ça va être du grand spectacle. C'est marrant, mais Ryosuke, tu vois, en plus, il a ce petit côté, j'aime bien, il a le sens de la formule. Il y avait son Media Day hier, au moment où on enregistre, son Media Day était hier, ou d'ailleurs c'était peut-être aujourd'hui au Japon avec le décalage, je sais plus. Tu sais que Nakatani a ce nouveau surnom de Big Bang qu'il essaye d'imposer depuis quelques temps. Et Nishida lui répondait en disant bah moi je veux être le trou noir. J'ai bien aimé, petit sens de la formule. Pour le coup, ça match up vraiment bien avec ce qu'il peut faire dans le ring, qui est d'annihiler complètement les armes de Nakatani en plus. Et ouais, Nishida, du coup, juste pour revenir sur lui, les Japonais l'ont vraiment pas très bien coté sur ce combat. Genre 85% pensent que Nakatani va gagner. Alors, c'est dur de pas choisir Nakatani comme vainqueur. Mais moi, je pense et j'espère malgré tout, parce que j'aime beaucoup Nishida, que lorsque les gens vont voir le combat dimanche, malgré le résultat, sa cote aura monté et donc se dira, en fait, ce mec-là, quand même, il a que 28 ans, il a des capacités qui méritent le respect et qui méritent d'être suivi beaucoup plus que ça. Ouais, tu sais, s'il peut nous faire un peu une Cardenas. C'est-à-dire quand Cardenas a affronté Inoue et personne n'attendait rien, mais tu sors du combat et tout le monde a envie de le revoir dans des gros combats. Tu sens que le public japonais s'est pris d'amour pour lui aussi. Nishida, il a déjà le côté, les Japonais le connaissent, mais si le monde de la boxe pouvait se dire après ce combat-là, ce mec-là mérite de refaire des gros combats et on a envie de le revoir, ce serait quand même très très cool. On passe sur Naoya, si ça te va. On finira par Jinjiro à la fin, mais comme on parlait un peu de Naoya aussi et des possibilités pour la suite, je voulais faire un petit point dans ce Japanese Corner avec toi, Philippe, sur le programme possible. On sait que Naoya doit affronter MJ. Akhmad Aliev, ce sera au mois de septembre, 14 septembre au Japon. Même week-end que Crawford Canelo, un beau week-end de boxe en perspective pour le coup. Et derrière, on avait, ce qui était prévu, c'était Riyad, décembre en Arabie Saoudite, dans les cartes Riyad Season de Turquie à l'Al-Sheikh, contre Nick Ball, champion Feather en WBA, donc champion des plumes dans la catégorie d'en dessous, avant de redescendre pour Nakatani. Ce qui est tombé ces dernières heures, c'est qu'a priori, le plan a été changé. C'est-à-dire que l'idée de monter en 3 mois après MJ, puis de redescendre pour le printemps pour Nakatani, ça plaît pas à Naoya ni à son coin, ni à Hideo Ikeohashi, son promoteur, ou Shingo Inoue, son entraîneur et papa. Donc on serait plutôt sur rester en super bantam, avec peut-être Picasso ou Goodman au mois de décembre, puis faire Nakatani au printemps, avant, enfin, de passer chez les plumes et d'essayer de conquérir cette 5e catégorie qui ferait de lui le premier japonais champion du monde dans 5 catégories. Il te plaît le changement de plan ou pas? Je te réponds d'abord avant de te donner la parole. Moi, il me plaît moyen. C'est-à-dire que c'est pas l'idée qui l'évite de faire monter puis descente. Ça, je peux le comprendre. En 3 mois, c'était un peu compliqué. En plus, quand il parle des plumes, Inoue, tu sens que voilà, il sait que c'est une montée il faut pas rigoler pour cette montée, tu vois, que ça peut pas se faire juste en claquant des doigts. J'aime bien aussi le côté que je pense que Turquie Al-Sheikh voulait absolument qu'il affronte Nick Ball chez les plumes à Riyad, et que Ohashi, Papa Inoue et Naoya ont dit non, c'est nous qui décidons, et nous on préfère rester en super bantam pour garder cette cohérence. Par contre, Philippe, Goodman ou Picasso, à ce moment-là de la carrière d'Inoue, flemme. Grosse flemme de ma part. Vas-y sur ce thème-là. Ouais, j'allais te dire oui. Alors, heureusement que c'est Naoya Inoue et que même face à des adversaires moindres, mais avec tout le respect que je leur dois,
ça reste quand même regardable parce que c'est Naoya, tu vois. Mm. Mais ce serait n'importe qui d'autre, un boxeur champion mais qui est pas aussi excitant ou intriguant que lui, ça me saoulerait clairement. Limite, je skipperais ce combat. Euh, Après, par contre, le fait de pas changer de catégorie de poids plusieurs fois, ça, je trouve ça super bien qu'il le fasse pas. Mm. Même si les gens vont te dire que Inoue, il pourra affronter Gervonta Davis. Donc ça doit pas être compliqué de monter en poids. Ce sera un running gag hein, sur Jab Life. Ce sera un running gag, Philippe, c'est sûr. Ah, mais ça, tu veux savoir si quelqu'un connaît un minimum les sports de combat ou pas. C'est à peu près la personne qui dit s'il n'y a pas Inoue et Gervonta Davis, c'est qu'Inoue, il a peur. C'est bon. Laisse-moi tranquille. Mais non, je pense effectivement, c'est vrai que ça rajoute un combat, on va dire, moins difficile ou moins impressionnant alors qu'il est vraiment au pic de sa carrière. Ceci dit, quand même, le printemps, le dôme, c'est dans pas si longtemps que ça non plus, tu vois. Moi, je reste toujours positif à l'idée de me dire, je veux bien attendre un peu ou avoir un combat qui est, euh, qui est pas non plus contre un monstre. Du fait que en mars, avril, où toi, t'es vraiment ce combat-là qui se passe contre Nakatani au dôme, ça pour moi, c'est la carrière d'Inoue. Bon, si le combat arrive pas, elle est pas loupée, hein, loin de là, il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Mais à se termine ou se rapproche de la fin vraiment en apothéose, tu vois, dans son pays au Tokyo Dome Mm. comme Tenshin et Takeru l'avaient fait par exemple, contre Nakatani, Non, qui est vraiment le deuxième japonais, tu vois, genre, du moment. Par contre, son combat en septembre, il est pas facile. Ah, Naoya, faut en parler aussi. mm. Ouais, C'est il est pas celui-là, facile du tout. c'est juste celui-là où faut bien se concentrer sur celui-là, passer l'étape de l'hiver et attendre le printemps, quoi. Ouais, de toute façon, on reviendra dessus. On fera aussi des belles previews sur ça, sur ce combat en septembre. Mais d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, hein, au départ le plan, c'était que septembre soit en Arabie Saoudite et décembre au Japon. Finalement, ils ont switché. Tu sens quand même que MJ, il préfère le prendre tranquillement tu vois, à Nagoya, puisque ce sera dans la nouvelle arena à Nagoya, plutôt que de se déplacer pour lui. On préfère l'avoir à domicile quand même. Donc, ce plan-là, en tout cas, est en marche pour l'instant. Et t'as raison, moi, je te suis, faire ces montées-descentes, ça a pas de sens. Et en effet, si c'est pour avoir Nakatani au printemps, bon, avoir ce petit combat contre Picasso ou Goodman en décembre, c'est pas très grave. On attendra avec ça. Et comme tu dis, Naoya, de toute façon, c'est immanquable. Mais en fait, moi, je me disais quand j'ai lu ça, mais pourquoi vous me faites pas Nakatani le 31 décembre? Tu connais la tradition japonaise de ces soirées le 31 décembre. Pourquoi vous me faites pas ça à ce moment-là? Alors, je pense comprendre, c'est que Nakatani, lui, il veut plus de temps pour préparer sa montée. Il veut sans doute un ou deux tune-up fights, comme on disait. Donc, peut-être que décembre fait un peu tôt et que le mois d'avril ou mai, comme tu disais, à Tokyo, fait plus de sens. Mais ça aurait eu de la gueule quand même le 31 décembre, Philippe, Inoue Nakatani, non? Ah, ça aurait été incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup d'événements sportifs. Le 31 décembre au Japon, c'est toujours, que ce soit Rising ou bah, Kazuto Yoka, normalement, qui est Toujours. souvent là. Il y a toujours des événements, c'est vrai, de MMA ou de boxe ou de kickboxing dans ces dates-là. Je pense que c'est pour le temps que Nakatani soit prêt également. Vraiment que ce soit un printemps. Mais c'est vrai que ça aurait été incroyable. Là, 31 décembre, Inoue Nakatani, j'achète direct, hein. J'y serais allé Oh direct. oui. Je change mes plans de réveillon, Philippe. Je change mes plans de nouvel an direct. Et on va finir cette émission, ce premier Japanese Corner avec toi, Philippe, sur une note beaucoup moins marrante pour le coup. On va parler de quelqu'un qui est toujours d'ailleurs un de mes chouchous de boxe de ces dernières années, Jinjiro Shigeoka, ancien champion du monde IBF chez les poids minimum, donc c'est la première catégorie de poids, 105 pounds. Son frère Yudai Shigeoka est également champion du monde dans la même catégorie, lui c'était du côté de la WBC. Et il a perdu sa ceinture il y a quelques mois contre Pedro Taduran, Jinjiro Shigeoka, un combat où il avait fini d'ailleurs très mal, on va en reparler aussi déjà. Et il y a eu la revanche ces derniers jours, c'était le 23 ou 24 mai, je crois, la revanche au Japon contre Taduran. Un combat qui, pendant le combat, a priori, parce que moi je l'ai pas revu encore, j'ai pas eu le cœur de le voir et vous allez comprendre vite pourquoi, mais qui a priori, voilà, il y a pas 50 downs dans le combat, c'est pas une guerre où tu te dis à la fin, waouh, ils en ont pris vraiment énormément dans la tête. En tout cas, c'est ce qu'on m'a fait ressortir. Par contre, après le combat, après l'annonce du vainqueur, donc Taduran vainqueur une nouvelle fois pour cette revanche, Jinjiro Shigeoka s'écroule dans son coin. Il est sorti par civière tout de suite. Son coin d'ailleurs, qu'a parlé dans les médias japonais, dit clairement qu'il était plus là. Et derrière, eh bien, dans un hôpital à Osaka, puisque le combat se passait à Osaka, il a été mis sous respiration artificielle. Il a bien sûr été endormi également. Opération au cerveau, donc pour
j'ai plus le nom exact, donc je veux pas dire de bêtises, mais voilà, opération d'urgence au cerveau, puisqu'il y avait du sang dans le cerveau et vous savez comment ça se passe dans ces moments-là. Il a pu reprendre, aux dernières nouvelles qu'on a, la respiration par lui-même, donc il a été enlevé du respirateur artificiel. C'est son frère Yudai qui en a parlé sur les réseaux, mais il y a les indicateurs de santé sont également en hausse selon Yudai, mais il y a toujours cet énorme risque. Il est toujours entre la vie et la mort. Jingero Shigeoka, à l'heure où on parle, il est toujours pas réveillé dans cet hôpital d'Osaka. Et ça fait mal, Philippe, parce que je t'ai dit, j'ai pas pu revoir ce combat encore. Je me suis éloigné même des réseaux un peu et de la boxe pendant quelques jours parce que ça m'a beaucoup marqué, parce que j'aimais beaucoup ce combattant, et que tu sais, c'est toujours ces débats où ces combattants qu'on aime, ils donnent tellement dans le ring et c'est pour ça qu'on les aime. Mais c'est avec ça qu'ils prennent aussi des risques tellement énorme pour notre divertissement, et de voir ce petit gamin, parce qu'il est encore très jeune, Jingero, à l'hôpital entre la vie et la mort, ça m'a fait quelque chose de très très fort. Quels ont été tes sentiments voilà, quand t'as appris tout ça, Philippe? Ouais, non, bah pareil, c'est horrible. Des fois, tu culpabilises d'être fan de ce sport, tu vois. T'es genre de Ouais. dire, je regarde ça et les mecs, ils jouent leur vie réellement. On joue pas à la boxe, tu vois. Malgré tout, ça reste un combat, tu vois, contre deux mecs qui ont quasiment le même niveau. Je veux dire, Taduran est meilleur, mais toi, c'est pas genre un mec qui a 5 combats qui affronte un mec qui a 100 combats, et c'est horrible. Toi, tu peux pas vraiment blâmer la boxe pour une fois dans ce concept. Il y a plein de fois où tu as des coachs que tu aurais pu blâmer sur, enfin blâmer entre guillemets, hein, parce que c'est dur comme sport. Mais de dire, ouais, là, ton combattant, il prend vraiment énormément de dégâts, il n'a pas vraiment de moyen de revenir dans le combat, jette l'éponge, et souvent, on reproche aux gens de pas le faire. Là, c'est pas vraiment le cas, parce qu'effectivement, alors le premier combat était méga brutal, hein. D'ailleurs, ça, pour des gars qui Mm. sont si petits, entre guillemets, les gens qui vous disent que ça peut pas être divertissant, faut arrêter, parce que du coup, ce combat-là, le premier, il est vraiment violent à regarder. C'est-à-dire que c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, Jinjiro, il est méga puissant pour un gars de sa taille. Il a quasiment que des KO en victoire, au passage. Excuse-moi de te couper, Philippe, mais il s'écroule déjà après ce premier combat, Jinjiro. Il est déjà mal en point physiquement. Oui, mais à la limite, quand tu regardes le premier combat, ça s'explique, entre guillemets. Tu te dis, les Mm. gars, ils sont vraiment allés au bout d'eux-mêmes, surtout lui, parce que c'est lui qui subit quand même le plus de dents. Le deuxième combat, de ce que, moi non plus, je l'ai pas regardé, mais de ce que j'ai vu des highlights ou de ce qu'on m'a dit, et c'est un combat un peu plus serré, et également, il y a quelques moments intéressants, mais c'est quand même relativement plus calme, entre guillemets. Juste pour revenir, ce qu'il a eu, c'est qu'ils lui ont fait une craniotomie, c'est-à-dire qu'ils lui ont Mm. ouvert le crâne pour pouvoir accéder au cerveau parce qu'il a un hématome sous-dural, c'est-à-dire qu'il a un bloc de sang qui est immense dans le cerveau, et ce qui est évidemment extrêmement dangereux. Et donc les règles de la ligue, enfin de la commission, c'est que si on t'ouvre le crâne et que tu as une craniotomie, ta carrière elle est forcément terminée. Tu peux pas reboxer. Donc c'est pour ça que sa carrière elle est déjà terminée. Mais ça, c'est anecdotique, limite, que sa carrière s'est terminée. C'est plus sa vie qui est en jeu. Effectivement, il était sur d'aide respiratoire pendant 5 jours. Apparemment, là, ils l'ont retiré. Il arrive à respirer par lui-même. Mais depuis, il n'y a pas vraiment eu de mise à jour depuis 2-3 jours. Donc, on est un peu dans l'attente. Je ne sais même pas si ça doit être pour son coach ou pour son frère, tu sais, la situation dans laquelle t'es également. Parce que son frère est également dans exactement le même profil, quoi. C'est-à-dire que c'est deux mecs qui sont liés depuis le jeune âge. Ils ont même refusé de s'affronter à une époque. Euh, les deux sont un peu à un stade de leur carrière où ils ont perdu 2 fois contre un mec qui est un peu plus fort qu'eux également. Enfin bref, et c'est voilà, juste des deux frères. Les frères japonais dans la boxe, il y en a plein. Et qui sont souvent proches en âge et qui sont liés. C'est ouais, c'est vraiment horrible comme nouvelle. Il y en a eu des décès, hein, dans la boxe. Là, on souhaite qu'ils se remettent, mais c'est également se remettre, et dans quel état tu te remets également. On pense à Kazuki Hanaguchi, hein, puisqu'on est sur notre épisode spécial boxe japonaise, qui est décédé aussi ces derniers mois. C'était début 2024, après un combat en décembre 2023 assez violent, même très très violent contre Seiya Tsutsumi pour le coup. C'est aussi cette boxe japonaise, moi que j'adore et qui me fait vibrer parce que les mecs donnent tout dans le ring, mais il y a aussi des conséquences à ça. Et en effet, parfois tu culpabilises. T'as raison, Philippe, là-dessus. C'est terrible. Comme tu dis, hein, sa carrière elle est terminée, mais c'est pas l'important. Nous, ce qu'on veut le voir, on veut le voir en vie. On veut le voir qu'il puisse vivre sa vie normalement, Jingero Shigeoka, qu'il n'ait pas de problème derrière après cette craniotomie, pour vivre sa vie de tous les jours, tout simplement. Je pense, t'as raison de citer Yudai, son frère aussi. Personnellement, je vois pas comment Yudai repart dans le ring aussi. Enfin, même si lui est pas interdit de boxer, c'est très compliqué vu ce qui est arrivé à ton frère. C'est très très marquant et c'est vraiment quelque chose pour rappeler. Tu le disais, la boxe c'est pas un jeu.
on ne joue vraiment pas à la boxe. Même dans des petites catés, finalement. Même dans des petites catégories, comme tu disais, où au final, moi je le dis souvent, les petites catégories, si t'aimes la boxe, tu dois aimer ces petites catégories parce qu'il y a des combats fabuleux à voir. Mais c'est vrai que ça frappe moins aussi, même si un Shigeoka était un bon puncher pour son poids. Mais ça met moins, ça éteint moins la lumière. Donc il y a aussi les dégâts cumulés qui s'accumulent plus facilement. Tu vois, tu fais plus des guerres où ça s'envoie à toi, à moi pendant longtemps. Et c'est peut-être des conséquences aussi de ça. Et c'est vraiment horrible comme situation. Et ce qu'on voulait tout simplement dire pour évoquer tout ça pour ceux qui n'ont pas suivi aussi, c'est que toutes nos prières vont tout simplement à Jingero Shigeoka et à toute sa famille du côté d'Osaka. Philippe. Ouais, bien sûr, 100%. Non, non, c'est un truc ouais, qui est dur. Après, la boxe japonaise, le sport de combat en japonais est vraiment basé sur la générosité dans l'effort, la générosité également dans le sacrifice. Donc, c'est vrai que parfois, quand tu vois des combats un peu à moins haut niveau, là, je parle pas de lui, mais où c'est juste deux athlètes qui sont en train d'apprendre les fondamentaux et qui vont juste au bout d'eux-mêmes. Et tu vois souvent, tu sais, des mecs qui finissent vraiment, tu te dis, waouh, c'est qu'un sport, les gars. Je comprends, tu sais, on est partagé entre l'idée de, c'est un sport où tu peux te dépasser, devenir une légende et faire quelque chose qui inspire le monde entier. Et t'es à un coup de poing, un mauvais angle pris de plus avoir de carrière et peut-être d'avoir une vie qui est impactée de malade. Donc, euh, toujours avoir un énorme respect pour les gens, tu sais, les combattants, surtout les action fighters, tu vois, qui donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Mais à la fois savoir que c'est un truc qui finit rarement bien, malgré tout. Donc, les mecs qui arrivent à avoir une grande carrière et à la gérer, à la contrôler du mieux qu'ils peuvent, tout le respect. Pareil, quand un combattant quitte un combat un peu tôt ou que vous trouvez qu'il y a un arrêt tôt, c'est pas forcément une mauvaise chose. Perdre un combat, c'est pas si grave que ça. Tu pourras toujours le regagner ou le refaire, tu vois. Vaut mieux être victime de politique que d'être victime d'un problème de santé comme lui l'est, tu vois, et genre, et de te dire, bon, bah, en fait, si j'avais pas pris ce combat ou blablabla, ou si ma carrière était pas basée comme ça, tu ne serais pas arrivé ça. Alors qu'il a rien à se reprocher, hein, c'est son style de combat, c'est le style que la plupart des combattants de sa catégorie ont. Comme effectivement, ils pèsent pas 100, 110 kilos, donc c'est pas que des one punch knockout, tu vois, mais c'est de la générosité, c'est de la violence, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Et donc, ouais, tu peux avoir que de la peine et de l'empathie pour un gamin de 25 ans qui, qui est entre la vie et la mort, et qui, encore une fois, sort d'un combat qui, a priori, n'est pas si violent que ça non plus, tu vois. Donc, il n'y a pas que Et les t'as guerres raison, hein. ensanglantées qui te disent, ah ouais, merde, Arturo Gatti, il a 4 coupures au visage. Les coupures, je veux dire que c'est pas grave, mais c'est plus impressionnant que ça n'est grave de prendre 100 jabs dans la tête chaque jour, tu vois. C'est ça, c'est ce qui se passe souvent à l'intérieur de la tête qui est plus important que ce qui est visible vraiment dans les faits, dans ces cas-là. Et c'est des moments qui nous rappellent aussi, voilà, exactement à quel point ce sport est dur. Et tu le disais, sauf vraiment scandale absolu, ne vous plaignez pas des arbitres qui arrêtent un combat tôt, parce que l'arbitre, il est au milieu du ring, lui, il sent ce qui se passe. Je pense à Kenshiro contre Akui, c'est dernièrement, qui pour moi est le combat de l'année pour l'instant, et où il y avait beaucoup de critiques à un moment il a arrêté trop tôt, et finalement Akui, tu vois il titube et il s'écroule à moitié juste après l'arrêt. Non, les arbitres dans ce cas-là, la plupart du temps, ils savent très bien ce qu'ils font, et il faut respecter ces arrêts parce que c'est la santé de l'athlète avant tout, et avoir une minute de plus de guerre entre Kenshiro et Akui, ça nous aurait rien apporté. Par contre, avoir Akui qui aurait terminé à l'hôpital à cause de ça, eh ben ça nous aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de peine. Donc vraiment, respecter sur ça le travail de l'arbitre. Je pense qu'on a fait le tour pour ce premier Japanese Corner, Philippe. Je voulais rajouter, parce que j'avais pas dit sur la carte de Nishida Nakatani et de Tenshin, on a aussi Tomoya Tsuboi, quand même. Important. Gros prospect japonais qui est qu'à 1-0 et qui, pour son deuxième combat pro, fait déjà la ceinture WBO Asia-Pacifique Bantam. Normal, c'est le Japon. Tu fais déjà le titre régional, enfin continental pour ton deuxième combat. Énorme talent qui était très attendu chez les pros. Donc, on verra ce que donnera Tomoya Tsuboi. Mais genre de carrière qu'on aime au Japon, hein, Philippe. Accéléré dès le deuxième combat, on t'envoie au feu, quoi. Il est déjà dans les bons papiers, et faut qu'il prouve des maths, par contre. Mais ça, c'est aussi un truc pour finir sur la boxe japonaise et sur ce qu'ils ont fait, on va dire, sur les 10 dernières années, où les cartes sont super bien construites. Là, il n'y a pas de truc où tu as Crawford Canelo en main event et 10 inconnus avant, j'en rajoute un. Mais Tenshin a été méga bien placé, de par son nom évidemment, sur toutes les cartes. Mais ça a été le cas de Nakatani à une époque, c'était le cas de toutes les personnes montantes sont toujours, toujours bien placées, ce qui fait que tu regardes pas forcément un combat de boxe, mais tu regardes le gala, en fait, en entier. Et tu commences à connaître les gars, et effectivement, elles sont souvent vraiment, vraiment bien faites. C'est vraiment un truc qui marque par rapport à la boxe
américaine, parce que la boxe anglaise le fait de temps en temps quand même. On va dire la boxe anglaise en Angleterre, le fait d'avoir au moins deux trois combats sur la carte qui valent le coup, qui sont intéressants dans une suite de progression de carrière, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus rare, je trouve. Ouais, puis ça, en fait, ça crée un feuilleton. C'est nous qui diffusions pas mal de soirées de Inoue et de Nakatani sur RMC Sport. T'as un côté feuilletonnant parce que tu retrouves les mêmes mecs qui reviennent sur les mêmes cartes. Tu peux construire des histoires, tu peux raconter quelque chose. Souvent, ils se croisent parce qu'ils sont dans les mêmes catégories. Donc, il y a un peu comme on faisait les conséquences de Nishida, Nakatani. T'as des histoires et des storytelling qui peuvent se créer pour l'après. Enfin, c'est vraiment, ouais, il y a un côté feuilletonnant, en fait, à la boxe au Japon et qui est passionnant à suivre pour le coup. Et bah, de toute façon, on en reparlera sur Jab Life, Philippe. On se fera encore quelques petites Japanese Corner. Et je crois que t'es du côté de l'Asie. De toute façon, t'es en Thaïlande, là, hein, je dis pas de bêtises. Je serai même à Osaka au moment du combat. Mais bon, je n'irai pas le voir. Je serai juste en tant que touriste. Mais je vais pas le louper en tout cas, ça c'est sûr. Oh, ça je sais, petit. Exactement. Et puis Philippe, on sait, voilà, de temps en temps, quand il sera avec nous, il sera peut-être possiblement au Japon ou dans ces coins-là, parce il y est souvent pour cette passion pour ce pays. Et j'espère bien y être avec toi, peut-être pour Inoue Nakatani au printemps prochain. On se fait le déplacement, ça me va très bien. Merci beaucoup, Philippe. C'était un plaisir. Premier plaisir de te retrouver dans ce format-là sur Jabook et sur Jab Life. Et on se retrouve très vite pour parler une nouvelle fois de notre passion pour la boxe. À très vite. À tous. Soyez devant l'écran dimanche. Nishida Nakatani, c'est un énorme combat à pas louper. Et toutes nos prières, toutes nos pensées à Jingiro Shigeoka. Salut à tous et à très vite sur Jab Life. Ciao, ciao. Ciao, Philippe.